Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un update lecture avec une très bonne lecture, une BD et un livre sur lequel on va avoir des choses à dire parce que c'est un procédé éditorial qui est bien pensé par l'éditeur mais qui me gêne un petit peu sur le principe. Je voulais simplement vous mettre les dates du mois d'avril et vous annoncer les dates du mois de mai. On sera à Angers Geekfest, à Trolls et Légendes et en parallèle au Salon Fantastique de Paris, à Imaginalivre qui se trouve juste à côté de Toulouse à Portet-sur-Garonne et potentiellement à Westerland, on n'a toujours pas la confirmation. Au mois de mai, je serai donc à Maubeuge, au Médiéval de Rouen, potentiellement aux Imaginales, on attend encore la confirmation, et au Geek Fairies. Bref, une grande tournée un petit peu partout en France, et on commence tout de suite avec ces petites lectures qui réservent parfois un peu des surprises. La première lecture que j'ai à vous présenter, c'est une BD. J'en reçois peu. Je suis plutôt amatrice de BD parce que déjà je suis amatrice d'illustration. Mais quand on m'a proposé ce projet-là, notamment on me l'avait proposé en partenariat rémunéré sur une autre vidéo, j'ai été hyper contente parce que le sujet m'intéressait. C'est au moins un éditeur et surtout c'est une thématique qui m'intéresse. C'est fait des 60s, donc qui se passe pendant le Swinging London. Donc c'est-à-dire que dans les années 60, il y a eu tout un mouvement pop, rock qui a été porté par la jeunesse londonienne. On va suivre dans cet univers une jeune journaliste qui va décrocher un job et qui va enquêter sur des rituels mystérieux liés à des disparitions. On est dans un monde où les faits sont apparus, mais la cohabitation avec les humains est un petit peu difficile. Pas mal de discrimination, de racisme, souvent les faits se retrouvent dans les postes les moins avantageux de la société. C'est écrit par Marot et Macayon. Donc Jules Marot, c'est l'auteur de Le bleu est une couleur chaude, c'est la BD qui avait inspiré La vie d'Adèle, le célèbre film. Ici, j'ai beaucoup aimé ma lecture et j'ai hâte de recevoir les suivants, parce que des tomes indépendants, il y en aura 4 qui sortent dans l'année. Ce qui est hyper intéressant déjà, c'est la beauté des planches. J'ai été conquise par le style. Vraiment, notamment par les expressions des personnages, on ressent l'amour dans leurs yeux, on ressent les sentiments, c'est très rare que ça se voit visuellement et ils sont très beaux, je pense notamment à la journaliste et à la fée, un peu les personnages principaux de l'histoire qui vraiment fonctionnent très bien ensemble. L'enquête est assez sympa, on est sur cette jeune femme où on connaît pas trop son passé parce qu'elle a une dent contre les faits, on va apprendre un petit peu pourquoi. Elle est très amie aussi avec un policier qui est très anti-fait et qui la conforte un peu dans cette idée-ci. C'est un texte qui m'a beaucoup plu, notamment parce que ça parle de plein de questions différentes, donc l'acceptation, les diversités. Le personnage de la fée principale, qui a un peu l'intérêt amoureux du texte, n'est pas genré dans le texte. Les décors, on va dire, dans la faillerie, on va voyager, sont très bien réussis. Même l'enquête policière, en fait, la thématique est assez touchante. C'est une BD qui est assez triste en soi, qui est assez belle et qui parle des sujets de société de l'époque, hein, la place des femmes, on a aussi tout le mouvement hippie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment dans les costumes, voilà, cette ambiance des années 60, mais aussi toutes les problématiques de l'époque. J'ai beaucoup aimé, la fin m'a un peu noué la gorge et je suis hyper triste qu'il n'y ait pas de suite. Voilà, c'est un truc indépendant, mais les planches sont vraiment très belles. C'est réussi en un seul tome, moi j'ai été conquise et j'ai réussi à m'attacher au personnage. Alors que c'est une BD, c'est assez court, ça va assez vite. Bref, si vous aimez la faillerie, si vous voulez lire un texte sur les failles qui n'est pas de la romance toxique qu'on peut avoir habituellement, avoir un univers qui est assez développé avec des questions de société qui est assez ouvert, bref, je vous le conseille et surtout l'illustration est très belle. Pour moi, ça a fait totalement le taf. Ensuite, alors ça a été ma lecture, c'était une très bonne lecture, j'étais très contente de l'avoir lu. J'avais un peu peur de me lancer dedans parce que c'est en anglais, ça fait longtemps que j'ai lu en anglais et surtout je pense que c'est un des rares romans de fantasy adulte anglais que j'ai lu. J'ai lu Game of Thrones, mais Game of Thrones c'est assez facile à lire en anglais. En fait, j'étais obligée de le lire en anglais parce que ça n'a pas marché en France, ça n'a pas marché pour des raisons un peu éditoriales je pense, donc la suite n'est pas prévue, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Le premier tome avait été nuancé, c'est-à-dire que y avait du bon et du mauvais, je vous laisse vous reporter à la vidéo en question, mais je dois dire que ce second tome évolue en très bien, ça a été une très bonne découverte. J'ai beaucoup aimé vers où va l'auteur en soi, donc je vous parle de The Dragon Republic, donc c'est de R.F. Kuang, c'est le deuxième tome de La guerre du pavot qui est disponible en français si vous voulez découvrir.
La guerre du pavot, c'est un monde, c'est la fantaisie asiatique et notamment de la fantaisie chinoise. On va suivre la jeune Rin qui vit un peu dans une contrée de son pays qui est réputée pour être pauvre, pour être réputée ou pour n'être pas instruite. Et cette jeune femme va tout faire pour rentrer dans l'élite militaire du pays, pour échapper à sa famille qui souhaite la marier de force à un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Donc elle va tout donner, tout donner, c'est-à-dire qu'elle va même se blesser elle-même. C'est une fantaisie assez violente quand même, je trouve, la guerre du pavot au niveau psychologique notamment. Et on va la suivre dans ses années de formation dans une première partie, et le roman, le premier, va prendre ensuite un tournant au milieu. On va dire qu'on va la suivre vraiment dans ses premières étapes de guerrière, de soldate, surtout qu'elle est chamane dans le texte, donc elle est un peu liée à la magie et à un dieu. Alors c'est super compliqué à vous parler de ce tome 2 sans vous parler du tome 1, mais il faut savoir que la fin du tome 1 présente une des fins les plus choquantes que j'ai lues en imaginaire. La décision du personnage est vraiment très très violente, ce qui fait que c'est très étonnant parce qu'on a un récit de formation au début qui fait penser à pas de la young adulte, mais c'est vrai que le début, ça fait un peu jeune fille qui découvre ce monde-là, qui se bat et tout ça, et après quand on rentre dans le monde adulte et la guerre, c'est vraiment très violent. Donc Rin va faire un acte, notamment parce qu'elle est liée, elle est chamane et elle est liée à une déité qui s'appelle le phénix dans le texte, va faire un acte qui est un des pires qu'on puisse faire, et dans ce tome 2, elle va être confrontée aux répercussions qu'a cet acte, et aux répercussions surtout de la fin du tome 1, que ce soit sur ses relations avec les autres, notamment une relation amoureuse qui est un peu tragique. Et ça m'a emporté parce que au-delà du côté psychologique de Rin qui est totalement détruite, il y a aussi toute une mise en place de vengeance de cette dernière qui comprend qu'elle s'est fait manipuler par le pouvoir en place. Et on va avoir beaucoup de batailles navales, de stratégie et la volonté d'établir une république dans un empire. Je me lançais dans ce tome 2 en disant, bon, le tome 1, il y avait quand même des gros défauts, c'était assez lent à démarrer. Et là, en fait, le tome 2 a réussi à me faire aimer le personnage de Rin, qui est super froid dans le tome 1, qui est un peu insensible. Et là, le fait qu'elle se prenne tout dans la face est assez touchant, et je trouve super crédible ses réactions. Donc voilà, elle commet un acte affreux. Les Shaman sont vraiment un peu bourrés à l'opium, c'est-à-dire qu'ils sont totalement stone la plupart du temps, parce que ça leur permet de contrôler l'espèce d'entité qui les habite. Et hyper touchant la façon dont Rin s'auto-détruit, et je trouvais ça super crédible. J'ai vraiment eu vraiment le côté psychologique est intéressant, et notamment au-delà de ça, il y a la relation avec l'homme qu'elle a aimé, et la façon dont c'est fait, ça change tellement de la romance habituelle, ça change tellement des questions abordées habituellement, et ça romantise pas du tout le fait de se sentir mal, de s'autodétruire et de la culpabilité. Donc vraiment, j'ai trouvé ce côté psychologique très réussi. Le côté aussi, on va dire, mise en place de la République très intéressant, parce que c'est beaucoup de complots, il y a de la bataille, alors c'est toujours très violent, c'est-à-dire que là on parle de faire du mal à des enfants dans le texte, on parle aussi du fait que les républiques s'installent toujours dans le sang, et surtout on voit un peu comment les personnages sont manipulés, et jusqu'à la fin il y a des rebondissements. Il y a notamment un rebondissement que j'avais pas du tout vu venir, et c'était vraiment super chouette. Ça promet un tome 3 sur des chapeaux de roue, on peut dire, mais j'ai très très hâte. Ça a été vraiment une très bonne découverte. En ce qui concerne l'anglais, j'ai pas trouvé ça si difficile à lire que ça, parce que bon, dès que t'as le vocabulaire de la fantasy, ça va. C'est juste qu'il y a beaucoup de complots, il y a pas mal de personnages, et j'ai eu du mal à me remettre les personnages par rapport au tome 1, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais je dois dire que c'est un texte qui m'a énormément touchée. Il y a eu plusieurs moments où j'étais vraiment super triste. J'ai trouvé ça super beau. J'ai été emportée par la narration. J'ai pas eu trop de problèmes à lire, et j'ai qu'une hâte, c'est lire le tome 3, mais faut que j'attende de retourner en Angleterre pour... Même les sujets de société, vu comment ils sont abordés sur la mise en place d'une république, sur les conséquences de la guerre et ce que la guerre pousse à faire aux soldats, et toute la résilience qui est liée aux soldats, au traumatisme, voilà. C'est hyper intéressant, et il y a quand même pas mal de questions sur, je trouve, des questions inhérentes à la Chine actuellement. C'est un texte qui ne se cache pas de parler ouvertement du racisme, parce que dans ce texte, Rin vient d'une contrée où les personnes ont la peau plus foncée
que dans l'Empire, on va dire, dans la capitale, ils sont vus un peu comme des sous-êtres, tu vois, c'est horrible comme situation. Donc il y a cette défense-là, il y a aussi le fait comment les politiques font pour continuer de manipuler des populations et de continuer de les maintenir dans la pauvreté et dans aussi le fait de ne pas leur donner l'accès à la culture et à l'école. C'est hyper intéressant la façon dont c'est fait, l'enfant unique, le statut de la femme dans la société, le statut un peu de la religion, et aussi on a tout un truc sur les réfugiés politiques, texte sans être de la dark fantasy, à des choses qui sont très très sombres, et c'est bien fait la manière dont c'est fait. Les personnages sont hyper attachants et on parle de sujets qui sont hyper touchy. Voilà, c'est quand même assez violent, mais à mon sens c'est une très bonne série de fantasy et j'ai été vraiment surprise d'aimer autant ce tome 2. Je trouve qu'il réussit vraiment à donner un nouveau souffle au tome 1, à cacher un peu les difficultés du tome 1, c'est-à-dire les longueurs, le personnage de Rin qui est pas attachant, qui est un peu tape-nerf. Là on est vraiment dans la bataille et tu vois que le tome 1 c'était vraiment une grosse introduction pour ça, mais je dois dire que rien que pour la fin du tome 1 il faut que vous lisiez ce texte parce que c'est très cool de la part d'un auteur de prendre ce genre de décision. Je crois que c'est pas à mettre dans toutes les mains parce que c'est un peu violent, voilà. Ensuite, alors le dernier texte, j'ai pas mal de choses à dire sur ce texte-ci. Donc il s'agit Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, donc c'est chez Brajlon. Voilà, très très joli livre, hein, très très belle édition, donc avec la carte qui est à l'intérieur de la pochette, voilà, donc vraiment le livre a été travaillé comme un objet. Alors je vais pas passer par quatre chemins, on sait très bien que Brajlon, et notamment il l'avait fait avec Big Bang, mais là a priori ils le font avec Brajlon, essaye de faire des choses à la De Saxus, c'est-à-dire avec des livres très esthétiques, voilà. Après le contenu c'est autre chose. J'ai pas mal de choses à dire sur ce livre. Je pense que la première partie va toucher, je pense, le côté éditorial avant, parce que c'est important pour moi d'en parler, parce que je me suis sentie bernée quand j'ai su ça. Faut savoir que j'ai appris ça après avoir demandé le livre en service presse. Le Pont des Tempêtes, il est vendu dans sa 4e comme un ouvrage de fantasy. C'est un ouvrage de fantasy, on va suivre une jeune femme qui a été éduquée pendant toute sa vie pour la faire à l'envers à son futur mari, si on peut dire ça. C'est-à-dire qu'il y a un roi qui a enfanté pas mal de filles, qui les a enfermées un peu dans le désert pour qu'elles s'entraînent au niveau tactique, armée, intelligence, beauté, pour qu'elles séduisent ce roi et qu'elles livrent les plans de ce dernier à leur père, sachant que le pays dans lequel elles sont envoyées est un pays qui gère un pont très important pour tout ce qui est lié au commerce. Si tu réfléchis, que tu vois qui a été pris pour parler de ce texte, tu vois que ce sont des autrices de romance, voilà, mais on ne parle jamais vraiment de romance dans le texte. On dit une série à ne surtout pas manquer, une aventure trépidante, passionnée, au cœur d'un univers fascinant. On est sur l'univers, voilà, et c'est que quand tu ouvres en fait la description de l'autrice que tu vois un moment, saga à la fois épique et romantique est mis juste après. Donc cette série n'est pas au niveau marketing pitchée vraiment comme une série romantique. Quand on le voit comme ça, je trouve que ça fait un petit peu penser au Prieuré de l'Oranger sur l'esthétique, voilà, mais on a une dague, on a des fleurs, voilà, après c'est des fleurs roses, moi j'associe pas le rose à la romance parce que je trouve ça très sexiste, mais on a un serpent, voilà, la trahison, au niveau éditorial, je ne trouve pas que ce texte fasse romantaisie, voilà, à part le fait qu'ils aient choisi la couleur rose, je trouve pas ça particulièrement marketé pour, voilà, ou si ça l'est, je trouve ça très sexiste d'utiliser cette couleur là et voilà, les fleurs et le serpent, je trouve pas ça marketé pour ça. Je prends ce livre en me disant bah ça va être de la fantaisie de trahison, je savais qu'il allait y avoir de la romance, mais pour moi ça allait être en arrière-plan parce qu'on est sur vraiment quand ils te le vendent, c'est un traité de paix, c'est une femme qui va devoir choisir son destin, tueuse d'un roi ou sauveuse d'un peuple, tu vois. Donc t'es en mode, bah c'est chez Brajlon, c'est pas chez Big Bang. Big Bang c'est leur collection Young Adult, où il y a quand même pas mal de romances souvent. Chez Brajlon ne fait pas de la fantaisie romantique a priori, même dans Cuchiel, on a beaucoup plus de fantaisie que de romance. Je lis Brajlon depuis plus d'une dizaine d'années, dans leur catalogue Brajlon, c'est quand même rare qu'il y ait de la romance en grand format. Et quand vous vous renseignez un peu sur le titre anglais, sur la couverture anglaise sur laquelle je suis tombée, je vois le titre The Bride Kingdom.
The Traitor Queen, en fait, on n'est pas du tout sur le même marketing au niveau du titre. Le Pont des Tempêtes, ça ne donne aucune information sur une possible romance. Bright Kingdom plus, et surtout la couverture américaine-anglaise est totalement une couverture qu'on pourrait retrouver en beat lit ou en romance. Donc en France, on a eu vraiment la volonté, je trouve, de cacher le fait que c'est de la romantasy, et surtout on l'a marketé différemment, sachant que en vérité, ce texte, c'est quasiment que de la romance avec un fond de fantasy. Ça m'a un peu... c'est pas que je me suis sentie trahie, mais Brajlon, pour moi, c'est une maison d'édition de fantasy. Ils veulent lancer une collection de romances fantasy, donc de romantasy, le grand truc à la mode que je déteste personnellement, qu'ils fassent une collection pour. Mais le problème, c'est que ça, je ne sais pas à qui ça s'adresse chez Brajlon. Ça ne s'adresse pas au lectorat de Brajlon habituellement. Et je peux vous en parler parce que j'ai eu pas mal de lecteurs qui m'ont dit en fait on a fait des recherches et quand on a vu que c'était de la romantasy, on a très peur que Brajlon ne fasse que ça maintenant. Parce que nous, quand on achète Brajlon, on n'achète pas de la romance, on achète de la fantasy. On achète un peu même de la fantasy bourrine. Ça m'a un peu perturbée. Et il y avait eu ça aussi, Celle qui devient le soleil, où j'avais trouvé que c'était un peu young adulte. J'avais pas l'impression que c'était dans la bonne collection. Là, j'ai l'impression qu'éditorialement, je sais pas ce que ça fout ici. Je sais pas ce que ça fout chez Brajlon. Si vous voulez faire une collection, faites comme Hugo et faites une collection romantasy, ou voilà, faites une collection spéciale. En plus, ils ont Milady qui est quand même spécialisée dans tout ce qui est romance, la biclite et tout. Ils ont la possibilité de marketer le truc comme ça. Et on se retrouve avec un truc qui est un peu mensonger pour le lecteur. Et je pense que heureusement que j'ai su avant que c'était de la romance fantasy, parce que sincèrement mon avis aurait été différent si je l'avais découvert sur le tas, parce que je pense que ça m'aurait énormément énervé, parce que j'ai pas envie de lire ça, voilà. Après, au-delà du truc éditorial qui est un peu mensonger, après c'est une très bonne chose. Éditorialement parlant, Brajlon a fait un très bon boulot, c'est-à-dire qu'ils vont vendre des livres à des gens qui ne veulent pas forcément lire ce genre de livres. Après, par rapport aux couvertures anglaises, pour une fois, on peut dire que la France s'en sort sur la qualité. Voilà, par rapport... Alors, Le Pont des Tempêtes, ça n'a pas été une mauvaise lecture. Comme je vous dis, je suis pas une grande fan de romance, je suis une fan de fantasy, donc forcément, ce genre de texte, quand j'arrive là-dedans, je suis en mode... ça va mal se passer à un moment donné. J'ai été... c'est un livre que j'ai automatiquement comparé à Guild, que j'ai lu il y a pas très très longtemps, parce que de toute manière on est submergé de romance et de fantasy. À un moment il va falloir faire une vidéo là-dessus. Moi ça me fait un peu peur sur l'avenir de l'imaginaire. La romantasy, ça me fait un peu peur parce que je pense que les éditeurs ont compris que c'était ce qui faisait gagner beaucoup de sous en ce moment, et c'est ce qui est majoritairement publié en ce moment. Quand on voit les catalogues, moi ça fait un peu peur pour l'avenir de l'imaginaire, c'est-à-dire que j'espère que Le Pont des Tempêtes marchera pour Brajlon, mais si ça marche, c'est-à-dire que ça va forcément les pousser à refaire ce genre de texte, et au détriment de publier d'autres textes d'imaginaire anglophones qui auraient été tout aussi intéressants. Donc avant on avait des maisons d'édition qui étaient spécialisées un peu dans le genre, on savait que si tu voulais lire ça, t'allais chez Hugo Roman ou ce genre de choses. Si tous les éditeurs s'y mettent, c'est un peu inquiétant pour les amateurs, pour les gens qui n'apprécient pas trop ça. Bon, après les indépendants de l'imaginaire vont bien s'en sortir parce qu'ils vont proposer de l'imaginaire qui est plus dans la recherche de bon nombre de lecteurs, mais moi en tant que lectrice d'imaginaire pur, ça m'inquiète un petit peu. On clôt la parenthèse. Ce livre, j'ai forcément comparé à Guild parce que c'est de la romantasy, et je dois dire qu'il est bien meilleur que Guild, parce que ce livre est pas vraiment problématique, et c'est ce que je dois souligner, c'est qu'on a de la romantasy qui, pour ma part, m'a pas choqué plus que ça. Alors, il y a du mensonge, il y a de la traîtrise, mais il n'y a pas d'agression, il y a quand même du respect entre les personnages. D'un point de vue fantasy, parce qu'il faut aussi parler de ça, c'est un texte qui a quand même de la fantasy présente. On a notamment une petite description de l'univers. Alors le world building est pas très exploité, mais on a les enjeux politiques, même si c'est assez vu et revu. En termes de fantasy, en fait, c'est un texte que t'as l'impression d'avoir lu 15 fois, mais c'est présent. Voilà, il y a un petit développement, on essaye d'avoir des enjeux politiques, notamment vis-à-vis du pont et des royaumes. Tout ça, on a des descriptions, on a une ambiance, c'est-à-dire que là on est dans des îles où il y a plein de serpents, voilà, on est dans un espèce de château un peu écarté.
voilà, on a ce côté fantasy qui est exploité avec voilà, des bouleversements. Donc sur l'imaginaire, si on doit comparer à Guild, c'est 15 fois plus exploité. Après, en tant que roman de fantasy, c'est quand même très léger. Voilà, et c'est surtout très vu et revu, et c'est un récit, c'était très 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 prévisible. Mais quand je vous dis que c'était très 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 prévisible, c'est que je n'ai pas une seule fois été surprise par le texte, et j'arrivais à prévoir les événements du genre 40 pages avant. Du genre t'entames le récit, tu sais déjà quasiment comment va finir le bouquin. Voilà, donc c'est une fin un peu en cliffhanger, mais je me dis waouh, là vraiment je pense que en tant que lecteur, à part la romance, il faut pas t'attendre à quelque chose qui va te surprendre, hein. C'est assez pauvre sur le texte, et surtout c'est extrêmement prévisible. Genre, il y a des moments j'étais en mode non, c'est pas possible, il va remettre ça, il va remettre ça. C'est des ficelles narratives qui sont vues, revues, et notamment en romance. Voilà, c'est quasiment, alors ça va être un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est quasiment des choses qu'on retrouve en fanfiction, quoi, en termes de difficulté de trame narrative. Voilà, donc là-dessus c'était pas très réussi, mais bon, l'univers est plutôt chouette, au moins il a le mérite d'exister. Voilà, je le considère comme un roman de fantasy, romantasy, tu vois, je peux pas le traiter comme un roman d'imaginaire parce que l'imaginaire est quasiment pas exploité dedans. Ensuite, les personnages. Alors, les personnages sont pas si désagréables que ça. Le prince a du charisme, bon, c'est un bon type, voilà. En fait, c'est le méchant de l'histoire, a priori, mais il est pas si méchant que ça. Et puis, il a un bon fond, c'est un mec bien, et puis il a un passé un peu difficile, a perdu ses parents, quoi. Voilà, donc il y a le personnage de la sœur Anna, là, qui est un peu sympa. Voilà, c'est une nana qui est un peu indépendante, même si je trouve que le texte a des sous-entendus très sexistes, parce que la jeune femme, elle s'appelle... Non, c'est pas Oren, c'est dans l'autre truc. Lara vient d'un pays où les femmes sont quand même très... va faire la popote et au foyer. En fait, quand elle arrive dans l'autre royaume, la sœur de son futur mari a quand même des discours sur les femmes qui sont hyper rabaissants. Tu sais, ce genre de discours, nous les femmes de là, on est tellement mieux que ces pauvres boniches qui travaillent à la cuisine. Pas en mode, on les plaint, elles peuvent pas se trouver une place dans la société, tu vois, on va les aider. Non, non, ce sont des faibles femmes, nous sommes des guerrières, nous sommes bien plus importantes, et voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu quand même problématique sur cette question-là. Mais voilà, le sexisme entre femmes, c'est une autre question, mais a priori les autrices de romans apprécient beaucoup en mettre dans leur texte. Et donc voilà, là-dessus, les personnages sont pas désagréables, surtout que le personnage principal, c'est un personnage qui est assez... au début, elle est très motivée pour faire du mal à autrui. Elle me fait penser un petit peu à Jude, vous savez, dans The Cruel Prince. C'est une nana qui est un peu capable de tout pour arriver à ses objectifs. Simplement, le switch sur, en fait, non, c'est eux les gentils, est très prévisible, et ça se fait très rapidement. La nana se pose pas 50 fois les questions pour se dire on m'a manipulé, en fait, pendant toutes ces années. Donc voilà, c'est pas des personnages exceptionnels, c'est des personnages vus et revus, c'est un peu des clichés de personnages, hein, voilà, et c'est pas exceptionnel. Après, là, en fait, ce bouquin m'a quand même fait l'effet au niveau de la romance. Alors, j'ai pas du tout accroché à la romance dans le texte, que j'ai trouvé niaise, mielleuse, vue, revue, pas crédible du tout, et surtout, j'ai trouvé un peu les personnages un peu con-con pendant leur romance. Le seul avantage, c'est qu'il y a qu'une scène de olé dans le texte. Merci mon Dieu, ce n'est pas de la fesse pendant tout le roman, comme la plupart des romans de romantasy en ce moment. Là, c'est plutôt de la romance, du genre ils se cherchent, voilà, ils vont faire des balades, des trucs comme ça, ils vont discuter. C'est très long, voilà, quand on n'aime pas ça, mais au moins on a le mérite de pas avoir des pages de fesses à toutes les pages. Moi j'ai sauté la scène parce qu'en fait j'en peux plus dans les romans, j'en peux plus, mais la romance à mon sens, elle est très ado, elle est très oh mon Dieu, je sais pas, il y avait pas le, tu vois, il y avait pas le truc qui fait frémir le cœur, il y avait rien, j'ai trouvé ça plat, et simplement je pense ce livre m'a quand même fait poser la question de me dire, est-ce que j'ai un cœur de pierre, tu vois, est-ce qu'il y a tellement de romances maintenant dans la fantasy et de mauvaises romances que maintenant ça me dégoûte de toutes les romances, et là je veux même plus, j'ai pris des livres là où il y a quasiment pas de romance en imaginaire parce que ça m'énerve. On a une surreprésentation de ce genre maintenant dans les bouquins que ça me saoule, quoi. Quand on n'est pas romantique ou quand t'aimes bien ça en fond mais que t'as pas envie que ça soit l'objet principal, c'est saoulant. Là, c'est de la romance avec un fond de fantasy, ne vous faites pas avoir si vous n'aimez pas la romance, n'y allez pas, parce que vraiment c'est des dialogues et des dialogues entre les personnages qui se tournent autour, un peu avec le jeu du chat et de la souris,
et surtout en termes de trame narrative, vous n'aurez rien d'intéressant à découvrir. Voilà, c'est très 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 prévisible. Ça devient même très cliché, hein, c'est pas ouf. Mais si tu dois objectivement comparer avec ce qui sort, ça a quand même le bénéfice de ne pas promouvoir les agressions faites aux femmes, ça a le bénéfice d'avoir un personnage masculin qui est plutôt respectueux, ça a le bénéfice de ne pas tourner autour de la fesse à toutes les pages, et il y a quand même de l'action, même si les personnages, voilà, c'est toujours un peu milieu, il y a toujours de la romance qui est mêlée à ça, il y a de l'action, voilà, ça bouge un peu, c'est un livre qui se lit très très vite et très facilement, hein, parce que de toute façon, vu le vocabulaire utilisé, c'est pas une grande plume, beaucoup de descriptions, c'est quasiment que du dialogue, donc tu tournes les pages quand même très 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 vite. Par contre, les personnages sont très niais et mielleux. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que ce qui me choque, c'est que je comprends pas comment ça peut être publié dans la collection Brajlon habituellement, parce que ça fait très young adulte. En fait, le seul truc qui fait pas young adulte, c'est que t'as la scène de fesses, mais le reste, c'est clairement un truc que tu trouves en young adulte chez De Saxus habituellement. Donc c'est un peu bizarre de trouver ça en collection adulte. Et puis de toute manière, ça a la qualité de ces livres-là, c'est-à-dire que c'est pas l'histoire qui est très recherchée ou l'imagination derrière l'histoire, c'est les personnages et le couple, et si t'arrives à accrocher au couple ou pas. Donc voilà, je dois dire que je lirai potentiellement la suite, parce que la fin est un cliffhanger, et je me dis que la fin fait qu'on va peut-être être plus dans l'action. Là, on est plus sur l'introduction, le couple et tout. J'espère que c'est moins romantique. En fait, si vous avez lu la suite en anglais, n'hésitez pas à me dire si c'est un peu, si c'est toujours aussi tourné vers la romance. Mais la fin donne envie. Après, c'est clairement pas un livre fait pour moi, et surtout, c'est un livre qui m'angoisse un peu pour l'avenir de l'imaginaire, pour les gens comme moi qui n'aiment pas la romance, qui aiment l'imaginaire plus classique. Le fait que la romantaisie est ce qui fait vendre le plus en ce moment fait que ça va être de plus en plus vendu par les éditeurs, et j'espère qu'on ne va pas passer à côté d'autres pépites. Je trouve qu'en termes de romantaisie, je pense que ça peut plaire. N'hésitez pas, si vous l'avez lu, à me donner vos commentaires. Je serais très contente de savoir si vous êtes amateur de romance, si ça vous a plu ou pas. Mais simplement, moi, je suis clairement pas la cible. Et par contre, c'est un très bon exemple de manipulation éditoriale, hein. Derrière ça, on est sur quelque chose de très réussi, et l'éditeur a très bien fait son travail pour ça. Mais sur ce, ça a été une lecture plutôt moyenne, malheureusement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en pensez. Et moi, je vais faire une cure de je ne lis pas de romance en imaginaire. Là, j'ai pris que des romans où ça se tabasse, parce que j'en peux plus. Voilà, et ça m'a fait même poser mon propre rapport à la romance dans les livres, en fait, parce que quand je lis un Bridgerton, je sais dans quoi je m'embarque, je sais que je vais lire de la romance. Quand je lis un livre chez Brajlon, marketé comme un livre de fantasy, je m'attends pas à lire ça, et c'est pas ce que je veux, et voilà, c'est simplement que c'est pas trop mon truc. Mais je pense que pour les amateurs de romance, en ce moment, le milieu éditorial de publication de la fantasy est un très beau moment pour vous, mais pour les non-amateurs, c'est un peu la panne sèche, quoi. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.